14 septembre 1942. Le soleil ne s'est pas encore levé sur l'immensité caillouteuse du désert de Libye. L'air n'est pas encore trop chaud, mais tout le monde sait que dans quelques minutes, il brûlera le sol. À des centaines de kilomètres de la route la plus proche, un petit groupe de quelques véhicules attend, immobile, habilement dissimulé derrière les dunes de sable. Il n'y a ni chars d'assaut ni véhicules blindés impressionnants. Seulement quelques camionnettes Chevrolet couvertes de poussière. Elles sont si ordinaires qu'un œil distrait pourrait les prendre pour de simples véhicules de transport abandonnés au milieu du désert. Pourtant, lorsque leur moteur démarre dans un grondement sourd et grave, ces véhicules ne se mettent pas en route comme un convoi ordinaire à travers le désert. Ils sont une meute en chasse. À première vue, rien ne laisse présager que ces véhicules allaient devenir l'une des armes les plus redoutées d'Afrique du Nord. Leur silhouette est haute, ils ne possèdent aucun blindage de protection et leur armement semble bien dérisoire face aux chars allemands et italiens qui dominent la guerre du désert. Sur le papier, la survie même de ces Chevrolets si loin des lignes alliées paraît impossible. Pourtant, au fil des années, elles parcourront des dizaines de milliers de kilomètres derrière les lignes ennemies, attaqueront là où on s'y attend le moins et disparaîtront avant même que l'adversaire ne comprenne d'où venait l'attaque. Comment un simple camion civil a-t-il pu transformer le plus grand désert du monde en terrain de chasse pour un petit groupe d'hommes? Pour le comprendre, il faut d'abord les grandes batailles de chars, les longs convois blindés et les offensives massives n'étaient que la face visible de la guerre. Derrière ces affrontements s'étendait un monde immense et presque impossible à contrôler. Un vide de millions de kilomètres carrés où les cartes étaient incomplètes, où les traces s'effaçaient en quelques heures sous l'effet du vent et où la moindre erreur de navigation pouvait condamner tout un équipage à la mort. Avec l'entrée en guerre de l'Italie en 1940, l'Afrique du Nord est rapidement devenue l'un des fronts les plus critiques du conflit. Les Britanniques devaient protéger l'Égypte. Le canal de Suez, les routes maritimes reliant l'Empire britannique à l'Asie. Face à eux se trouvaient les forces italiennes qui contrôlaient la Libye. Peu de temps après, avec l'arrivée de l'Africa Corps sous le commandement du général Erwin Rommel, le désert se transforma en un champ de bataille incessant. Pourtant, il y avait un problème que personne ne remarquait. Les armées savaient combattre le long des routes côtières. C'est par là que progressaient les convois de ravitaillement et les unités blindées. Mais l'intérieur du Sahara restait presque totalement inconnu. Les cartes britanniques présentaient de vastes zones blanches. Certaines régions n'avaient jamais été explorées en détail. Quant aux unités de reconnaissance traditionnelles, elles n'avaient ni l'autonomie ni l'équipement nécessaire pour survivre si loin de leur base. C'est précisément à ce moment-là qu'un officier britannique au caractère hors du commun apporta une solution inédite. Le major Ralph Alger Bagnold n'était pas seulement un soldat. Avant la guerre, cet explorateur, ingénieur et passionné du désert avait passé des années à voyager en petits groupes dans les profondeurs du Sahara. Il avait étudié les dunes, les vents et même l'effet du sable sur les roues des véhicules. Il avait découvert des pistes secrètes dans cette zone que d'autres jugeaient infranchissables. L'expérience acquise lui avait enseigné une vérité fondamentale. Le désert n'était pas un obstacle. Pour ceux qui savaient le comprendre, il était le plus grand des alliés. En juin 1940, Bagnold obtint l'autorisation de créer une unité entièrement nouvelle. Cette unité allait devenir célèbre sous le nom de Long Range Desert Group ou LRDG. Leur mission n'était pas de conquérir du terrain ni de participer à des batailles de position. Ils devaient s'infiltrer là où personne n'osait s'aventurer, observer les mouvements de l'ennemi, guider les unités de commando, porter des coups soudains sur les points les plus vulnérables et s'évanouir sans laisser de traces. Pour accomplir cette tâche, les véhicules étaient encore plus importants que les armes. Lors des premiers essais, différents modèles de véhicules disponibles en Égypte furent utilisés. Cependant, on s'aperçut rapidement que les véhicules militaires classiques ne résistaient pas aux conditions impitoyables du désert. Trop lourds, ils s'enlisaient fréquemment dans le sable et leur mécanique complexe était impossible à réparer à des centaines de kilomètres du moindre atelier. L'attention se porta alors sur un véhicule bien plus modeste. Les camions Chevrolet 30 CWT 100 White, initialement produits pour un usage civil et des tâches militaires légères. À première vue, ce choix semblait surprenant. Ces véhicules ne disposaient d'aucun blindage. Un simple tir de mitrailleuse pouvait les mettre hors d'usage. Mais pour cette communauté de soldats qui refusaient le combat frontal, ce véhicule était une bénédiction. Leur moteur à 6 cylindres fonctionnait de manière extrêmement fiable, même sous une chaleur torride. Les pièces de rechange étaient faciles à réparer et bon marché. Leur consommation de carburant était raisonnable, ce qui s'avérait vital pour des équipes devant parfois rouler plus de 2000 km sans aucun ravitaillement. Plus important encore,
Leur châssis robuste permettait de les adapter facilement à de profondes modifications. Les mécaniciens du LRDG démontèrent chaque pièce jugée inutile. Les pare-chocs furent retirés, certains panneaux de carrosserie furent enlevés. Chaque kilogramme gagné signifiait plus de carburant, plus d'eau et plus de munitions transportées. Très vite, ces Chevrolet ne ressemblèrent plus du tout à leur modèle de sortie d'usine. Ils furent remplacés par des machines à l'allure étrange, couvertes de jerrycans, de carburant, de caisses de ration, de pneus de rechange et d'équipements de navigation. Selon la mission, différentes mitrailleuses y étaient installées, utilisant parfois des armes prises à l'ennemi. Chaque véhicule était transformé à la fois en atelier mobile et en plateforme de combat. Mais la véritable révolution ne se situait pas sous le capot. La vraie différence résidait dans la manière dont ces Chevrolet étaient utilisés. Au lieu de suivre les routes, ils les évitaient délibérément. Plutôt que de chercher l'affrontement, ils utilisaient l'immensité du désert comme un bouclier invisible. Alors que les généraux calculaient le front en kilomètres, les soldats du LRDG avaient appris à se déplacer dans des centaines de kilomètres de silence. Bientôt, les premières patrouilles prouvèrent que les prévisions de Ralph Bagnold étaient exactes. En s'écartant sciemment des pistes connues, les équipages découvrirent que ce désert réputé infranchissable pouvait se transformer en un gigantesque réseau de communication pour qui savait le lire. Même si les cartes britanniques restaient incomplètes, les navigateurs du LRDG savaient progresser sans se faire repérer sur des centaines de kilomètres en s'aidant des étoiles, du relief, de la position du soleil et de leur longue expérience. Chaque mission était une véritable épreuve d'endurance. Les camions Chevrolet transportaient des dizaines de bidons de carburant, de l'eau, des provisions, des pièces mécaniques de rechange et des munitions. Chaque kilogramme à bord était méticuleusement calculé. Une seule panne ou une légère erreur d'orientation pouvait condamner toute une patrouille à la mort, parfois à des jours de marche de tout secours. Tandis que les mécaniciens apprenaient à réparer leurs véhicules avec les moyens du bord, les équipages luttaient contre les tempêtes de sable, la chaleur étouffante du jour et le froid glacial des nuits sahariennes. Mais toutes ces difficultés en valaient largement la peine. Les soldats du LRDG surveillaient les mouvements de l'Africa Corps, repéraient les dépôts de carburant, suivaient les convois de ravitaillement italiens et transmettaient au quartier général britannique de précieuses informations permettant d'anticiper les plans de l'ennemi. La plupart de ces missions restèrent inconnues du grand public. En effet, une mission de reconnaissance réussie ne laissait derrière elle qu'un court rapport. Pourtant, ce simple rapport suffisait parfois à modifier tout le plan d'une offensive. À partir de 1941, une autre unité spéciale fit parler d'elle, le Special Air Service, ou SAS. Le fondateur de l'unité, David Sterling, savait que ses commandos pouvaient mener des raids sur les aérodromes ennemis, mais il leur fallait d'abord franchir des centaines de kilomètres de désert sans se faire repérer. C'est là que les camions Chevrolet devinrent indispensables. Les patrouilles du LRDG transportaient les équipes du SAS profondément derrière les lignes ennemies, les attendaient dans le silence de la nuit, puis les exfiltraient en toute sécurité après l'accomplissement de leur mission, avant que les forces de l'Axe ne puissent contre-attaquer. Cette coopération changea le cours de la guerre en Afrique du Nord. Des bases que les Allemands croyaient inaccessibles étaient soudainement attaquées, des avions détruits au sol, des dépôts de carburant soufflés et des lignes de ravitaillement coupées. L'ennemi ne comprenait souvent pas comment ces petits groupes parvenaient à s'infiltrer si loin derrière le front. L'une des opérations les plus célèbres fut l'opération Caravane menée en septembre 1942. L'objectif était de lancer un raid sur l'aérodrome de Bars. L'attaque s'avéra plus difficile que prévu et plusieurs véhicules furent endommagés par les tirs ennemis. Malgré les pertes, la majeure partie des troupes réussit à s'échapper à nouveau dans le désert grâce aux camions Chevrolet. Une fois de plus, il fut démontré que la véritable force de ces véhicules ne résidait ni dans leur blindage, ni dans leur puissance de feu. Ce qui les rendait uniques, c'était leur capacité à conduire leur équipage à destination dans les conditions les plus extrêmes, puis à le ramener sain et sauf. Tout au long de la campagne d'Afrique du Nord, les camions Chevrolet du LRDG parcoururent des dizaines de milliers de kilomètres. Devenus les yeux de la 8e armée britannique, ils surveillaient constamment les mouvements de l'Africa Corps, apportant une contribution majeure à la planification des grandes offensives alliées. Leur mission était souvent invisible pour le public, mais c'est grâce à ces patrouilles silencieuses qu'une grande partie des renseignements stratégiques cruciaux pour le tournant de la guerre fut obtenue. Après la victoire des Alliés en Afrique du Nord en 1943, le rôle du Long Range Desert Group diminua peu à peu.
Le cours de la guerre changeait, de nouveaux fronts s'ouvraient et le désert cessait d'être le théâtre d'opérations principales. En août 1945, le LRDG fut officiellement dissous, mettant fin au parcours de l'une des unités de reconnaissance les plus extraordinaires de l'histoire. Pourtant, son héritage ne s'est pas éteint avec lui. Les techniques de navigation autonome, les méthodes d'infiltration profonde derrière les lignes ennemies et l'étroite collaboration entre unités de reconnaissance et forces spéciales ont marqué durablement les doctrines militaires modernes. Le SAS a lui-même intégré une grande partie de cet héritage dans sa propre structure, posant ainsi les bases conceptuelles des forces spéciales contemporaines. Les camions Chevrolet ne sont jamais devenus des symboles de la guerre au même titre que les chars Tigre ou Sherman. Ils n'avaient ni blindage épais, ni canon puissant, capables de changer à eux seuls le sort d'une bataille. Mais ils ont prouvé qu'une guerre ne se gagne pas uniquement avec les engins les plus lourds et les plus puissants. Entre de bonnes mains, la simplicité, la fiabilité et la capacité d'aller là où personne d'autre n'ose s'aventurer s'avèrent parfois bien plus précieuses que l'arme la plus redoutable. Au début de cette histoire, ces quelques Chevrolet poussiéreuses perdus dans l'immensité du Sahara ne semblaient être que de simples camions, mais nous savons désormais qu'elles étaient bien plus que cela. Entre les mains des soldats du LRDG, elles sont devenues les compagnons de route les plus fidèles d'une guerre silencieuse, laissant à l'histoire une leçon essentielle. Dans le désert, la victoire n'appartenait pas toujours au plus fort, mais à celui qui parvenait à disparaître avant même que l'ennemi ne réalise qu'il était le gibier.